Rénovacteur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique en copropriété sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour cette émission spéciale Rénovacteur. Rénovacteur, je vous rappelle que c'est le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique des copropriétés qui se tiendra le 4 octobre à Paris. Ça arrive maintenant très prochainement dans le cadre du programme national Rénovons Collectif. Alors vous le savez, urgence climatique, flambée des prix de l'énergie, sobriété énergétique, pression réglementaire. Au regard des enjeux qu'elle représente, la rénovation énergétique des copropriétés s'est imposée ces dernières années comme priorité et levier pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. 200 000 rénovations, voici le chiffre qu'il faut atteindre, 200 000 rénovations par an à partir de l'an prochain, 2024. On est actuellement à peu près à 67 000. 30 millions, c'est le nombre de logements qu'il faut rénover d'ici 2030. Voilà, le chantier est énorme. C'est la feuille de route, en tout cas, qui est fixée par l'exécutif. Alors, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? Comment passer d'une logique de monogeste à des rénovations globales performantes ? Quels freins et quelles solutions, surtout pour accélérer ? Et pour en parler, nous avons des experts autour de cette table. Je suis ravi d'accueillir Chloé Gauquelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de campagne du programme Rénovons Collectif. On va tout savoir sur ce programme dans les détails. À vos côtés, Sylvain Lefebvre. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous serez notre éminence pour tout ce qui est banque et financement. Là aussi, énorme enjeu, puisque ça va coûter, évidemment, cette rénovation. Vous êtes l'ancien président de la centrale de financement et ancien directeur général de CAFPI. Bienvenue à vous. Merci. À ma gauche, Émira Zak. Bonjour Émira. Bonjour. Architecte DPLG en charge du développement à l'UNSFA, l'Union des architectes. Et enfin, nous sommes en compagnie d'Alexandre Huet. Bonjour Alexandre. Bonjour. Adjoint au service Habitat digne et durable à l'ANA. L'ANA, évidemment, partie prenante de toute cette rénovation. On démarre, Chloé, avec vous, si vous le voulez bien. Un mot tout d'abord de ce marché des copropriétés que vous connaissez bien. En fait, si on fait un état des lieux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des données chiffrées justement sur le chemin parcouru et sur ces fameux objectifs qui sont, on le répète, extrêmement ambitieux ? Oui, alors déjà, il faut savoir que la copropriété, c'est 10 millions de logements en France, donc on a un tiers des Français qui vivent en copropriété. Donc, ça permet de se rendre compte que c'est vraiment un enjeu important au niveau de l'habitat, que ça touche un tiers des Français. Ensuite, le parc de copropriété, on a les 3/4 du parc qui datent d'avant les années 80. Ça permet aussi de se rendre compte que c'est des constructions, c'est un parc qui est vieillissant et que les 3/4 donc, de ces 10 millions de logements sont dans des copropriétés qui ont besoin globalement, pour la faire courte, d'une rénovation énergétique. L'objectif en France, c'est d'arriver en 2050 à un parc de bâtiments bas carbone. Et au niveau des logements, ça représente donc tout logement confondu, copropriété aux maisons individuelles, 370 000 logements par an à rénover d'ici 2030, puis ensuite à aller sur un rythme de 700 000 logements par an. Si on rapporte à la copropriété, si on fait à peu près un tiers, mais peut-être que l'ANA pourra préciser ça, on doit atteindre à peu près 200 000 logements par an pour 2050 rénovés en copropriété. Et là, si on a les chiffres de MaPrimeRénov', depuis sa création en 2020 à début 2023, donc en un peu plus de 2 ans, on avait 48 000 logements rénovés dans le cadre de rénovation globale en copropriété. D'accord. Je précise que nous, on parle vraiment de rénovation globale et performante, parce que pour atteindre vraiment un parc à basse consommation, il faut faire des rénovations globales et performantes, c'est-à-dire pas juste changer une chaudière ou changer les fenêtres, mais vraiment réussir à amener le parc à un niveau BBC, bâtiment à basse consommation. Ça veut dire aussi des travaux plus importants, isolation par l'extérieur notamment ? Voilà, ça va être l'isolation par l'extérieur, l'isolation des toitures, des planchers, le changement des fenêtres, le traitement de la ventilation, le changement de la chaudière. C'est vraiment au moins étudier l'ensemble des points qui peuvent être traités dans une copropriété, voir si on peut les traiter et les traiter pour atteindre le niveau basse consommation. Ouais. Alors là, on change l'échelle du chantier. C'est vrai que par rapport j'allais dire les rustines, c'est pas gentil, mais voilà, les mesurettes qu'on peut avoir, là, c'est une rénovation complète, mais évidemment, c'est beaucoup plus coûteux. Ces objectifs, justement, ils paraissent, encore une fois, très ambitieux. Ils sont tenables dans le temps, il faut y tendre, parce que c'est vrai que ça démarre, on va dire, c'est déjà bien, quelques dizaines de milliers, mais là, on doit vraiment passer à l'échelle si on vise les centaines de milliers, comme vous le dites. C'est ça, donc là, il faut y tendre, on n'y est pas encore, et c'est pour ça que nous, notamment, on essaye d'organiser avec Rénovons Collectif
de travailler avec la filière, de travailler, comme le dit très bien Émira, à un langage commun entre les acteurs et qu'on organise cet événement, notamment Rénovacteur, pour essayer de faire en sorte que la filière s'organise et travaille ensemble sur la question de la copropriété. Oui, d'ailleurs, on aborde souvent le sujet de la rénovation sous l'angle environnemental, réglementaire. On peut se poser la question aussi du poids dans l'économie française, puisque ces chantiers colossaux et surtout qui vont se démultiplier, ils ont évidemment un impact sur beaucoup de choses, même sur nos dépenses de santé à terme, sur la santé des Français, sur l'économie. Qu'est-ce que ça représente ? Il y a plusieurs sujets en effet. Il y a quel chiffre d'affaires ça crée au niveau national, quel emploi ça crée, quelles économies ça crée aussi pour la société, notamment en termes de santé. Donc on a plusieurs chiffres. Alors il y a le Club d'amélioration de l'habitat qui a sorti des chiffres de ce que ça a généré en termes de chiffre d'affaires, de faire des travaux collectifs en copropriété. Donc en 2021, c'était 6,5 milliards d'euros. Alors qu'on est à un rythme de rénovation qui est assez bas, donc c'est des travaux d'entretien. Mais on peut imaginer à quel point ça peut augmenter si on passe à des rénovations globales. En termes d'emploi aussi, il y a France Stratégie il y a quelques mois qui a essayé d'évaluer qu'est-ce qu'il fallait pour atteindre justement les objectifs nationaux bas carbone. Combien d'emplois il fallait qu'ils soient créés. Donc ils estiment que d'ici à 2030, il faut qu'il y ait 170 000 à 250 000 emplois qui soient créés. Donc de l'emploi au niveau des études, en termes d'architectes, de bureaux d'études, des emplois aussi au niveau des professionnels du bâtiment qui font les travaux. Et donc là, il y a un énorme enjeu de formation et de recrutement. Et enfin, en effet, il y a un enjeu ça crée aussi des économies. Donc il y a une étude, il y a le ministère de la Transition écologique qui a fait une grosse revue de littérature il y a un an, un peu plus d'un an, en mars 2022, et qui montre que on pourrait économiser 10 milliards d'euros par an, rien qu'en économie sur les soins, en mesurant aussi l'augmentation du bien-être et du confort et la baisse de la mortalité. Parce que rénover, c'est aussi améliorer la qualité de l'air intérieur, c'est des Français qui ont moins froid chez eux, qui ont moins de pathologies, et donc on montre qu'on peut économiser 10 milliards d'euros par an en termes donc sur ces 3 points-là. Oui, alors sur ces points, on va faire réagir vos camarades dans un instant. Juste, je voulais savoir, un dernier point, c'est sur le programme Rénovons Collectif que vous portez. Il s'adresse donc aux collectivités locales, territoriales. Il vise à les accompagner pour les informer, les sensibiliser, donner envie, évidemment, au plus grand nombre de s'engager dans ces travaux. L'approche, quand vous en parlez, quelle est l'approche, en fait, ou quelle est la réaction ? Est-ce que les gens sont positifs ? Comment ils accueillent ce programme ? Alors, donc en effet, Rénovons Collectif, c'est un programme qui s'adresse aux collectivités. On a 60 collectivités locales partout en France qui sont partenaires, des intercommunalités, des communes, des départements. L'approche qu'on a, c'est qu'en fait, les collectivités, c'est elles qui portent le service public au niveau local. C'est elles qui portent les espaces conseils France Rénov', c'est elles qui portent les opérations programmées d'amélioration de l'habitat en partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat. Et donc, c'est elles qui sont auprès des copropriétaires, auprès des syndics et auprès des professionnels pour les conseiller et les aider à démarrer des projets. Donc nous, ce qu'on a porté aussi, c'est qu'il faut que les collectivités, elles puissent échanger entre elles, créer des groupes de travail entre pairs pour informer. Il faut former les agents, il faut former les élus, il faut aider les espaces conseils France Rénov' aussi à se faire connaître. Donc c'est tout ce qu'on a fait. Et aussi le 4 octobre, on va présenter un nouvel outil cartographique qu'on a travaillé avec un bureau d'études qui s'appelle Énergie Demain, qui va recenser et permettre de montrer en cartographie l'ensemble des données qui sont en open data sur la copropriété et sur la rénovation énergétique et qui va permettre aux collectivités locales d'avoir une idée de l'enjeu sur leur territoire, de qu'est-ce que la copropriété, quel est l'âge de leur parc, quelle est l'étiquette DPE de leur parc, quels sont les principaux syndics qui interviennent sur leur territoire pour essayer d'aller un peu plus vite sur la phase diagnostique et ensuite pouvoir agir plus rapidement en proposant et en améliorant leur politique locale. Voilà, en tout cas, le sujet est posé. Chloé Gauclair, merci. Juste une réaction rapide des uns et des autres. Tiens, on va poser la question à Sylvain Lefebvre, puisqu'on a parlé gros chiffres. Effectivement, ça paraît assez colossal. Sylvain Lefebvre, on a première réaction là, sur ce passage à l'échelle.
Le passage à l'échelle, il est très clair, très affiché, même dans le monde du client de particulier, pour 3 raisons. La première, c'est le coût de l'énergie qui a flambé dernièrement. Le deuxième, c'est les taux d'intérêt. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, lorsque vous aviez des taux à 1%, même moins de 1%, l'enjeu des aides, l'enjeu des primes n'était pas le même. Et puis, il y a l'échéance du DPE qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus négociable. Quand vous êtes en G, il y a une dégradation de la valeur des biens. Et en fait, les Français ont pris conscience. Donc aujourd'hui, on était déjà dans l'urgence, mais cette urgence, en fait, elle prend toute son ampleur de par le coût, le renchérissement, bien sûr, de la dépense, le bien qui se dégrade en termes de valeur aussi. Les particuliers en prennent bien conscience, qu'on soit dans une copro ou pas. Et ont l'obligation aujourd'hui de se dire, oui, c'est eux qui vont être porteurs même du projet auprès du syndic et du conseil syndical pour dire, il va bien falloir qu'on bouge là où sincèrement, tout le monde s'en moquait il y a encore 3-4 ans, dans la clientèle que je fréquentais, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais là, en fait, c'est la contrainte étatique qui fait qu'aujourd'hui, et législative, qui fait que les gens en prennent conscience. Oui. Et c'est très bien, enfin, ça va bouger, et on voit les besoins, je rejoins parfaitement les enjeux décrits juste avant. Et cette fameuse note, effectivement, surtout les pires notes, elles sont très attentivement vues maintenant par les Français. On avait des patrons de portails Internet qui nous disaient c'est maintenant 15 à 20%, pour 15 à 20% des Français, c'est le premier critère de choix. Étonnant, alors que c'était 0 évidemment, puisqu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Alexandre Huyet, vous qui êtes adjoint au service habitat digne et durable de l'ANA, là aussi, alors l'ANA a pris sa part évidemment pour faire ces travaux de rénovation. Sont des chiffres, on le disait, étonnants par leur ampleur et qu'il va falloir démultiplier très rapidement. Oui, tout à fait. Enfin, on s'inscrit pleinement dans cette vision de la massification de la rénovation énergétique et tout particulièrement en copropriété. Je pense qu'une des premières étapes a été la création d'une aide socle à destination de l'ensemble des copropriétés avec MaPrimeRénov' copropriété qui a été vraiment déjà un basculement, vraiment un changement d'échelle d'intervention pour l'Agence nationale de l'habitat, vu qu'on est passé d'une aide qui visait uniquement des ménages modestes et très modestes à toutes les copropriétés, quelle que soit leur situation, pour des projets de rénovation énergétique, avec toujours une entrée de viser des rénovations globales avec des gains énergétiques de plus de 35%, et même de favoriser des rénovations à horizon BBC ou des sorties de passoires énergétiques, parce que ça, c'est un enjeu aussi qui est très important pour nous, notamment au regard des étiquettes. C'est comment est-ce que les copropriétés qui ont justement ces étiquettes les plus défavorables peuvent changer en fait de statut et atteindre des étiquettes peut-être C, B ou C. On se tourne vers notre architecte, Émile Razak, vous qui êtes architecte des PLG en charge du développement à l'UNSFA, l'Union des architectes. Les architectes sont également de véritables piliers dans ce projet de rénovation énergétique. Pourquoi, à votre sens, alors ça avance, mais ça avance encore peut-être pas assez vite. À votre avis, pourquoi ? Alors, ça avance pas encore assez vite. Effectivement, ça, c'est factuel. Pourquoi ? Parce que y a plusieurs raisons à ça. D'abord, parce qu'on n'est pas habitué à envisager des projets globaux en copropriété. Parce qu'en copropriété, c'est pas simple, on est dans la démocratie, on a un processus de prise de décision qui est long, complexe, où l'individu peut parfois empêcher le projet collectif, mais il y a aussi un problème important de langage commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi je dis rénovation globale, si j'interroge les gens autour de la table, on va avoir autant de définitions de rénovation globale que de personnes interrogées. Donc on a un véritable sujet de langage. Quel définition on met derrière les mots, qu'on soit architecte, bureau d'études, syndic ou copropriétaire. Donc voilà, il y a un sujet de langage commun, de process commun, parce qu'en rénovation globale en copropriété, on a de nombreuses interfaces, on l'a vu, on a parlé du financement, on a parlé des individus en copropriété, donc des conseils syndicaux, on a parlé des aides de l'ANA. Il y a plusieurs sujets, plusieurs intervenants et donc des interfaces à gérer. Et ces interfaces-là, tant qu'on n'aura pas des process communs, on va avoir des difficultés à fluidifier le process. Ce que vous voulez dire aujourd'hui, excusez-moi, Émile, peut bien comprendre, c'est que peut-être on a une multiplicité des process, chacun fait un petit peu sa soupe, entre guillemets, dans son coin. Tout à fait. Et du coup, ça empêche justement cette massification. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, l'architecte va définir un projet avec la copropriété, la banque va intervenir beaucoup trop tard, à mon sens, et va refaire un projet à sa manière, avec son langage. On n'a pas suffisamment d'éléments d'interface
entre l'intervention de l'architecte, du bureau d'études, du syndic de copropriété, du conseil syndical. Donc il faut traiter, je dirais, un peu comme à la sécurité sociale, on a une carte vitale et tous les intervenants parlent la même langue avec une interface commune. Oui. Mais je dirais que quelque part, on devrait peut-être aller vers un cadre de référence en tout cas commun. Et même peut-être plus loin des outils aussi. Tout on peut imaginer effectivement qu'on numérique en l'occurrence. Voilà. Ça, c'est pas encore standardisé. Non. Mettre l'intelligence collective au service de la rénovation des copropriétés, c'est ce qui vous a amené avec l'UNIS à définir justement une feuille de route commune. Alors, quel est le constat que vous dressez et quels sont les premiers résultats ? Alors déjà, justement, on a le premier constat, ça a été de se dire, mais il va falloir vite qu'on se mette d'accord sur un référentiel de la rénovation globale en copropriété avec justement les process et les langages. Mais il va falloir aussi qu'on travaille très vite sur la formation. Donc il y a déjà des programmes de formation qui existent à la direction des syndics de copropriété, mais aussi des architectes, des maîtres d'œuvre. Il y a FIBAT, Réno Copro, Dynamo Copro qui a été lancé. Donc la formation, c'est un véritable sujet, mais il y a aussi un sujet d'harmonisation territoriale, notamment. Nous, on travaille à notre agence en Île-de-France. En Île-de-France, en tout cas sur le territoire de la métropole du Grand Paris, il y a des aides spécifiques. Le DTG a une aide de 5 000 € pour le DTG, une aide de 10 000 € pour la rénovation, la maîtrise d'œuvre de rénovation. Et c'est pas du tout le cas ailleurs, en France. Donc, il y a un vrai sujet d'harmonisation et de rentabilité du projet de rénovation globale pour les copropriétaires, mais aussi pour les professionnels qui vont accompagner ce projet-là. En réalité, aujourd'hui, tout le monde tire un petit peu la couverture vers soi, tout le monde veut se considérer comme étant le pilier de la rénovation globale en copropriété. La vérité, c'est que tout le monde a raison. On ne peut pas faire de rénovation globale en copro sans architecte, sans bureau d'études, sans financier, sans syndic de copro, sans copropriétaire. Donc, tout le monde est indispensable. Maintenant, il faut que la rénovation globale en copro soit suffisamment rentable, suffisamment sexy pour attirer des talents, des jeunes qui vont aller dans la rénovation globale en copropriété. Parce que, encore une fois, intervenir en copro, en assemblée générale de copropriété, c'est pas simple. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de problématiques à gérer. Donc, il faut rendre le sujet sexy et rentable. Bon, ça fait deux éléments intéressants, enfin des beaux défis en tout cas, sexy et rentable, oui, pourquoi pas. L'UNIS, on en a parlé, c'est un des principaux syndics en France. Ils se sont emparés du sujet, c'est vrai, parce que c'est un syndic aussi où il y a beaucoup d'ADB, d'administrateurs de biens, de syndics, donc ils sont partie prenante. Est-ce qu'on peut imaginer l'ensemble d'autres acteurs, d'autres fédérations, d'autres syndicats réunis sous un même drapeau, justement pour se dire, bon, voilà, le sujet de la rénovation, finalement, il est commun, qu'on soit tel ou tel syndicat, on a tous le même problème sur notre bâtiment ou sur notre copropriété, il faut y aller en commun. C'est possible ou c'est un petit peu utopique ? Alors, pour moi, c'est possible et on y est déjà, puisque c'est l'objectif du collectif de la rénovation globale en copropriété, qui est marrainé par Marjolaine Meignier-Millefer et hébergé à l'Alliance HQE-GBC. Donc, c'est un programme qui a été monté justement aussi avec Rénovons Collectif, à l'initiative de l'UNIS et de l'UNSFA, pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et justement travailler à ces process communs. Très bien. Une filière unie, une feuille de route commune, c'est bien sûr une des clés pour réussir, pour accélérer, pour passer à l'échelle, comme on disait il y a un instant. Mais comme on sait tous, le nerf de la guerre, c'est quand même le financement qui reste le principal frein. C'est donc vers vous, messieurs, qu'on va se tourner sur ce sujet. Alexandre Huet, vous représentez l'ANA, qui pilote notamment MaPrimeRénov', un dispositif phare d'aide à la rénovation. La semaine dernière, en ouverture du salon Rénovays, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé non seulement une augmentation de 1,6 milliard d'euros, mais également un contrôle renforcé dans la lutte contre la fraude au C2E en particulier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je pense que tout abondement budgétaire est une très bonne chose parce qu'on l'a bien vu, l'effet déclic qu'on a pu avoir justement sur MaPrimeRénov' copropriété quand on a revalorisé le plafond de travaux, quand on est passé de 15 000 à 25 000. Enfin, j'ai pas eu le temps de revenir tout à l'heure dessus, mais là aujourd'hui on a un objectif de 65 000 logements rénovés en copropriété et un budget de 455 millions d'euros. Je pense que du coup ça pourrait être un budget, on verra les résultats de la loi de finances, mais qui pourrait être amené à augmenter. Sur le contrôle des C2E, je pense que c'est important dans la confiance justement des copropriétés qui sollicitent des aides, et notamment les copropriétés
dite saine, enfin à l'ANA, parce que c'est une partie de cofinancement qui est essentielle. Donc je pense que c'est très important d'avoir cette confiance de l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça que je voulais aussi réagir par rapport à vos propos, justement sur cette question de l'accompagnement des copropriétés. Nous, on a le volet d'aide, en fait, MaPrimeRénov' copropriété. Donc ça, c'était le premier enjeu de massification des aides. Et aujourd'hui, on a l'enjeu de la massification de l'accompagnement. Et ça, c'est porté par France Rénov'. On a parlé rapidement des espaces conseils France Rénov', mais je veux dire, c'est vraiment un acteur au quotidien qui doit permettre, en fait, d'accompagner à la fois les syndics et les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique. Donc je pense que c'est d'excellentes nouvelles, les indications de la ministre. Bonne nouvelle. Cette enveloppe, donc 1,6 milliard, lutte contre la fraude, couplée aux évolutions 2023, vous venez d'en parler de MaPrimeRénov', est-ce que ça va nous permettre d'atteindre ce fameux objectif de 200 000 rénovations globales par an ? En gros, est-ce que c'est suffisant ? Je pense que, on a pointé différents enjeux. Il y a tout d'abord la question en effet du financement. Je pense que du coup toute valorisation des aides ou revalorisation des primes peut permettre en effet de porter de plus en plus de copropriétés sur des projets de travaux. On l'a indiqué, le fonctionnement de la copropriété, c'est sur un temps long. Donc c'est pour ça que nous, on est très favorable à toute stabilité ou revalorisation des aides pour permettre justement dans le temps d'avoir l'accompagnement des copropriétés. C'est aussi un réseau de professionnels. Vous avez indiqué le besoin en fait d'avoir des professionnels qui sont compétents à intervenir localement pour réaliser les travaux. Donc, en effet, c'est un objectif qui semble réalisable. Après, voilà, il y a plein de conditions à lever aussi au niveau local. La mobilisation des collectivités, elle est essentielle aussi. Donc, c'est un jeu à plusieurs acteurs, en fait, pour atteindre cet objectif. Les plafonds d'aide, vous l'avez dit, ont été revalorisés, mais il reste quand même un reste à charge. C'est toujours voilà, un peu pas l'épée de Damoclès, mais peut-être ce qui est le caillou un peu dans la chaussure pour passer à cette échelle. Qu'est-ce qu'on fait de ce reste à charge ? Comment on le traite aujourd'hui ? C'est tout l'enjeu aussi du préfinancement, c'est des aides, parce qu'on le voit bien, les aides arrivent, finalement, elles sont versées au fil de la réalisation des travaux. Donc le préfinancement et la mobilisation des acteurs du secteur bancaire, ça, je pense que c'est un des enjeux, en tout cas, sur lesquels l'ANA serait très favorable à avoir plus d'acteurs présents, justement pour intervenir auprès des copropriétaires et on en a parlé aussi, des collectivités locales qui peuvent intervenir. Alors après, ça pose la question de l'homogénéité au niveau du territoire national, mais c'est vrai que tous les cofinanceurs permettront en fait de diminuer le reste à charge des copropriétaires. Une dernière question, c'est le bilan, près de 2 ans après le lancement de France Rénov', le guichet unique de la rénovation énergétique de l'habitat. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que le dispositif fonctionne bien ? Aujourd'hui, on a un service public qui est déployé sur l'ensemble du territoire national. On a plus de 600 espaces conseils France Rénov'. On a un nombre de conseillers qui, je crois, dépasse les 1500 conseillers. Donc on a un service qui est déployé en effet au niveau national. On a une plateforme en ligne qui permet justement d'informer et d'orienter l'ensemble des demandeurs, qui sont en maison individuelle ou en copropriété, vers l'opérateur le plus compétent au niveau local. Et cette année aussi, alors ça c'est peut-être sur un champ un peu annexe à la copropriété, mais on a le déploiement de mon accompagnateur Rénov'. Donc on a vraiment en fait une offre d'information, d'orientation et d'accompagnement de l'ensemble des ménages pour des projets de rénovation énergétique ou d'amélioration de l'habitat. Donc tous les secteurs aujourd'hui sont couverts, copro, privé, diffus, là on a un interlocuteur. Tiens, au niveau du nombre des demandes, voilà, aujourd'hui vous supportez la charte, parce que comme on en parle de plus en plus dans les médias, nous on est médias spécialisés, mais on entend vraiment, il n'y a pas une semaine sans que beaucoup de presse nationale en parle également. Est-ce que vous êtes en capacité d'absorber cette demande, ou est-ce que de temps en temps il y a des pics justement comme ça de demandes sur la rénovation ? Pour répondre de manière globale, sur les demandes individuelles, finalement, c'est une demande qui a lieu au fil de l'année. Donc, en fait, c'est plutôt une activité continue. Sur les copropriétés, on a cette particularité des votes en AG. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je disais, on a une forte activité, souvent avec des dépôts de dossiers à partir du mois d'août jusqu'à la fin de l'année et des engagements qui arrivent à cette période-là. Non, on n'a pas de difficulté au niveau de l'instruction. Ça repose par l'ensemble de nos services instructeurs, qu'ils soient en service de l'État ou en collectivité. Donc, non, plutôt une activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a à gérer à la fois l'instruction, des demandes d'aide, plus la relation usagée. Et c'est pour ça que c'est tout l'enjeu, justement, de la mise en place du service public de rénovation de l'habitat et de son déploiement au niveau national.
En tout cas, on comprend, Alexandre Blake, que vous êtes dimensionné suffisamment aujourd'hui pour absorber tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des temps de la copro aussi, hein, comme on le disait tout à l'heure. Temps 1, on commence à y penser. Première année. Année 2, on commence peut-être à le voter. Année 3, on fait le bilan, on choisit. Mais c'est vrai que c'est un temps relativement long. On va y revenir dans un instant. On va bien sûr terminer terminer ou du moins entamer la page financement privé, puisqu'on a un spécialiste de la banque, expert du financement, Sylvain Lefebvre, ancien président de la centrale de financement et ancien déjà directeur général de CAFPI. Quelle est votre analyse, Sylvain, sur justement la situation actuelle, l'ambition? On a dit un petit mot qui est énorme. Notre ami Alexandre nous l'a bien dit, aujourd'hui les banques sont là ici, on a beaucoup d'argent de l'État. Est-ce que les banques sont suffisamment présentes selon vous aujourd'hui dans ce processus? Je vois bien comment vous me regardez tous sur ce sujet-là. Une chose est très vraie et je partage pleinement ce qu'a dit Alexandre, à savoir que c'est une vision de long terme, c'est un projet de long terme et en fait la Réno peut pas devenir ou peut pas rester une variable d'ajustement d'une politique d'un gouvernement X ou Y. Donc ça doit passer les gouvernements, ça doit passer la politique, ça doit être inscrit dans le marbre sur du long terme, avec des noms qui ne changent pas, une vraie stabilité. Imaginez, je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur la sécurité sociale, mais si on changeait le nom de la Sécu, si on changeait les cartes, on ne s'y reconnaîtrait plus. Donc là, à un moment donné, je pense que c'est très important. Et enfin, tout le monde parle de cette réno globale, et puis d'un monogeste, et puis d'un particulier. Puis il y a eu toute cette ambiance délétère autour de la rénovation du particulier, les arnaques, on l'a dit, des C2E, de certains entrepreneurs, heureusement pas tous, mais tout ça nuit à l'image de marque. Et on est sur du long terme. Donc, la long terme, ça s'inscrit dans un climat de confiance. Il faut de la confiance de tous les acteurs. Il faut choisir. Il faut peut-être légiférer un peu, réglementer peut-être un peu plus le monde, y compris la partie, bien sûr, du financement bancaire. Et puis, il faut ouvrir derrière, bien sûr, le monde bancaire, qui, bonne nouvelle, mesdames et messieurs, commence à s'ouvrir. À savoir qu'il y avait quelques acteurs. Et aujourd'hui, on voit du monde que je fréquente de près, n'est-ce pas, qui commence à se dire, oui, ça a du sens, c'est un intérêt, alors un intérêt économique, un intérêt RSE aussi, on est tous obligés d'aller dans ce sens-là, en dehors de... Il y a la contrainte légale, mais en dehors de la contrainte légale, il y a aussi l'envie pour une banque, pour un établissement bancaire, de se dire, oui, ça a du sens, je dois donner du sens aussi à mon action, et ça a du sens d'aller dans cette partie-là, faire le financement du reste à charge avec les aides, les accompagnements. Et puis la première chose, quand on parle de réno d'une copro, quand vous prenez le président d'un conseil syndical, qui est peut-être quelqu'un de retraité ou quelqu'un qui n'était pas dans ce monde-là, qui se retrouve président d'un conseil syndical, et d'un seul coup, lui tombe sur le coin de la tête le fait de dire, tiens, il va falloir engager 2-3 millions d'euros. À quel moment il est formé? À quel moment il a le niveau pour se dire... pour ne pas être une contrainte. Je vais faire le parallèle avec un ménage de particulier qui achète, un jeune ménage qui achète son bien. La première personne qui s'oppose à l'achat, ça va être sa famille, ses parents ou ses beaux-parents qui vont dire surtout, c'est pas le moment d'acheter. Il y a toujours une bonne raison de ne pas faire. Et là, ça va être la même chose. Le président du conseil syndical va se dire, mais oui, il faudrait que j'y aille. Oui, j'entends certains copros qui me disent, faut y aller parce qu'ils ont envie de vendre. Chacun a son intérêt à faire ou à ne pas faire. Celui qui se dit, ça va me coûter 3 euros de plus, j'ai pas les moyens. Puis celui qui veut vendre dans une copro Angers, il va se dire, j'ai quand même pas d'autre solution que d'y aller. Donc on a déjà deux forces qui s'opposent. Donc comment on les réunit et comment on fédère ça autour d'un président d'un conseil syndical un peu plus acculturé à qui on dit, président du conseil syndical, tu ne vas pas être en position de risque juridique à t'avancer là-dessus. Et 2, comment on t'accompagne ensemble, tous les acteurs, sur une sorte de guichet unique qui va chercher aussi le reste à charge, qui est forcément souvent le problème. Donc de la formation, de la lisibilité, on l'a entendu. Oui. J'entends aussi, vous disiez, les camarades banquiers commencent à y aller. Ça veut dire que jusqu'ici, se faisait-il l'oreille? C'était pas la priorité d'aller sur ces chantiers de rénovation, de financer ces opérations? Je dirais pas tirer l'oreille, c'est-à-dire que c'était pas des sujets de stratégie de gouvernance. Très clairement, qu'ils deviennent pour des raisons d'éthique, de politique générale des boards de l'ensemble du monde bancaire, et puis parce qu'aujourd'hui le monde du particulier attire moins, parce que la contrepartie des fonds propres pour les prêts aux particuliers, on en parlait tout à l'heure, font qu'aujourd'hui les banques ont moins envie d'y aller, puis il y a une zone de risque. Dans une copropriété, on a des garanties. Alors, est-ce qu'on va sur des financements individuels, des financements collectifs? Tout reste ouvert, évidemment, mais en fait, c'est comment on porte, comment on est capable d'amener une offre, et une offre concurrentielle. Et on sait qu'une offre tient la route dès l'instant qu'il y a une offre concurrentielle de bon niveau,
pour négocier les taux, mais il n'y a pas que le taux dans une copropriété, il y a bien sûr les modalités d'attribution, les garanties, les assurances, est-ce qu'on est sur du collectif, de l'individuel, bref. Donc tout ça est très important et chacun commence à y réfléchir sans dévoiler de secret, c'est encore un peu tôt. Mais oui, je pense qu'on va avancer plus vite qu'on a avancé dans le passé. Oui, vous avez évoqué les taux d'intérêt, effectivement, le fait qu'ils ne cessent de grimper, et on est passé de 1 à pratiquement 5% en 18 mois, sans voir d'ailleurs le bout du tunnel. Alors peut-être que là, il faut faire un peu d'économie avec Christine Lagarde, la patronne de la BCE, qui dit on pourrait observer une pause, mais c'est vrai que cette lisibilité sur les taux, elle est très importante pour se dire à un moment, on va pouvoir recommencer à gagner un petit peu d'argent sur ce métier de transformation pour les banques. Alors oui, et tout le monde reste dans un monde d'observation, de politique générale et plus de macroéconomie, où on dit à chaque fois que ce soit la Fed ou la BCE dit c'est quasiment fini. Vous savez qu'un petit mot veut dire beaucoup dans le monde de la finance. Et puis le mois d'après, bing, on augmente encore d'un quart de point le taux directeur. Donc ça joue considérablement, on est instable, on a l'écoute, on ne sait pas s'il faut y aller maintenant, s'il faut attendre encore. On se dit que c'est toujours le moment d'y aller. Mon expérience du monde de la finance fait que dans les années 95 ou 2000, lorsqu'on empruntait à 5 ou 7%, on ne se posait pas de questions. Quoi qu'il en soit, ça reste un bon investissement. Et aujourd'hui, les copropriétés, qu'on soit à 4, 5 ou 6, le message que je veux leur passer aujourd'hui, c'est de dire mais allez-y. Parce que les économies, gagnez du temps sur le temps. Plus vous attendez, est-ce qu'il faut mieux emprunter à 4% dans 2 ans, mais avoir perdu 2 ans d'économie de rénovation et de dégradation de la valeur de votre bien, ou est-ce qu'il faut mieux commencer tout de suite? Et on sait qu'un crédit, ça s'amortit et qu'à un moment donné, plus vite on commence, plus vite on finit. Ça, c'est vrai. C'est des vraies vérités. Mais... Puis il y a autre chose, c'est que ceux qui ont commencé effectivement avant la crise énergétique leur rénovation, ils sont bien contents le jour où on voit la facture qui flambe. Ça, c'est vrai. J'ai une question concernant justement... un système peut-être presque plus global. On a la Banque publique d'investissement pour les entreprises, voilà, Startup Nation et compagnie. Pourquoi on n'aurait pas une banque, finalement, une banque de la rénovation ? Parce qu'on est peut-être dans un monde privé qui touche une économie certes importante, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sur le nombre d'entreprises, le nombre de besoins d'emploi, la TVA, enfin tout ce qui est impôt direct, indirect et embauche. Donc on pourrait se poser la question, je ne suis pas sûr que le marché soit suffisamment aussi fort que celui de l'industrie ou du commerce mondial, peut-être pour attirer un seul guichet unique. Et les banques aujourd'hui, est-ce qu'elles sont prêtes? J'en suis pas sûr, mais ça mérite de leur poser la question, de se dire demain on se réunit autour d'un guichet et choisissez, ou alors on fait tous du cofinancement. On a très peu de banques, on voit le cofinancement qu'on fait sur des grosses opérations où 2 banques se mettent en pool bancaire pour financer une opération quelle qu'elle soit, oui. Et ça peut être vrai même dans des foncières, dans des grosses foncières, mais sur de la rénovation on l'a pas encore vu. Alors parce que c'est un métier récent, la question mérite d'être posée. Et je la poserai. Eh ben, écoutez, on essaiera de la voir. Effectivement, Chloé Gauquelin, une petite réaction justement à les banquiers, vous les rencontrez, enfin, on imagine cette coopération comme ça à terme. Alors peut-être pas une banque tout de suite de la rénovation, mais c'est vrai que ça pourrait être une piste. En tout cas, c'est vrai que la question du financement, elle est essentielle dans tout ce projet. La question du financement, elle est essentielle parce que quand on a des restes à charge qui peuvent être à 15 000 € par exemple, la question du financement de ce reste à charge, donc après déduction des aides notamment de l'ANA, est vraiment très importante. Actuellement, on a 2 banques qui prêtent, qui font du prêt collectif en copropriété en France, qui ont énormément de demandes et donc du coup le temps de traitement des dossiers est de plus en plus long et du coup ça retarde encore. On a vu que les temps de rénover en copropriété c'est très long, le temps d'études, oui. etc. Et là ça retarde encore le démarrage des chantiers tant que le prêt n'est pas obtenu. Donc en fait il y a vraiment cet enjeu-là de réussir à avoir plus de banques qui se lancent, à avoir plus d'offres, à avoir des temps de traitement de dossiers qui sont restreints pour avoir des chantiers qui démarrent plus vite et qu'on essaye de réduire aussi ce temps de rénovation en copropriété. Oui, et Mira, justement, en écoutant Chloé, je me disais, cette massification, on a l'impression aussi qu'on parlait tout à l'heure des process, d'un cadre un peu commun, on a l'impression que plus on va en faire et plus on va être sur les rails. Même si les chiffres, on se compte déjà en dizaines de milliers, on a l'impression que pour l'instant, on tâtonne un petit peu. Et peut-être que d'ici 2-3 ans, on sera sur quelque chose de beaucoup plus standardisé quelque part. Oui, à condition qu'il y ait une volonté collective de travailler ensemble. On parlait des délais d'instruction de la banque. Ça a un impact énorme sur les projets. Des projets qui s'arrêtent
parce que finalement le devis de l'entreprise qui était valable à l'instant T, au moment où on a les financements, il est plus valable parce que il faut tout recommencer. Donc il faut recommencer l'ingénierie financière et on s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc effectivement, si avec la banque on a géré l'interface et que on sait quelles sont les informations dont la banque a besoin, sous quelle forme, que tout ça c'est mis sur une plateforme numérique par exemple, et qu'on va tout de suite cocher les bonnes cases sans avoir finalement de ce qu'il faut faire. Parce qu'en réalité c'est pas si complexe que ça. C'est juste qu'il faut à un moment donné se mettre d'accord autour de la table et définir un process commun. Comme ça, c'est assez simple. Et il y a des réticences aujourd'hui à se mettre autour de la table entre les acteurs, ou que vous disiez chacun tire un peu la couverture à soi pour être, leader sur le projet, mais bon, l'idée c'est quand même l'objectif est commun finalement. Absolument, moi je pense qu'il faut se concentrer sur le plus petit dénominateur commun, et c'est le principe du collectif de la rénovation globale en copropriété justement. Oui. Alexandre, je vois dans votre titre, un service habitat digne et durable à l'ANA, il y a urgence quand même pour beaucoup de copropriétés qui sont aujourd'hui aussi dégradées ou très dégradées. Alors on peut même se poser la question, est-ce qu'il faut rénover ou déconstruire, rebâtir, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai est-ce qu'on a le temps vraiment de se poser toutes ces questions, ou est-ce qu'il faut avancer ? En effet, vous le soulignez, il y a tout un enjeu à la fois sur la rénovation énergétique et même sur, on va dire, la requalification, en tout cas l'amélioration d'un patrimoine de copropriété qui est vieillissant. Donc en effet, on a des enjeux très importants, notamment sur la partie, on va dire, de prévention, en fait, pour accompagner les copropriétés pour réaliser les travaux dans le temps. Donc ça, on a des évolutions législatives qui se mettent en place. Mais c'est vraiment tout un rôle aussi des collectivités locales d'accompagner ces copropriétés, d'avoir un service d'information sur le fonctionnement même d'une copropriété au-delà même des travaux, et le redressement des copropriétés, où là on a des fois des objets qui sont en grande difficulté financière ou face à des programmes de travaux très conséquents. Et donc c'est pour ça qu'on a eu dès 2018 en fait la création d'un plan initiative copropriété qui visait justement particulièrement la prévention, le redressement, ou même, comme vous l'indiquiez, la transformation des fois de copropriétés qui n'ont plus la capacité en fait à se maintenir sous ce statut-là. Oui. Donc en effet là on arrive sur un autre champ d'aide en fait finalement de l'ANA qui sont beaucoup plus conséquentes en fait, mais qui reposent vraiment sur une contractualisation très très forte avec les collectivités locales qui sont maîtres d'ouvrage justement de conventions avec nous pour verser des aides sur ces copropriétés-là. Donc sur des chantiers encore plus importants finalement. Oui, tout à fait. Mais voilà, et il faut bien avoir en tête qu'en plus on essaye d'embarquer au maximum la rénovation énergétique aussi sur ces objets-là, sur ces copropriétés-là, parce qu'elles sont face en fait à des programmes de travaux conséquents, mais on sait très bien qu'il faut les repositionner sur le marché immobilier. Et la rénovation énergétique aujourd'hui, elle fait l'objet d'une attention particulière des copropriétaires. Donc, Sylvain Lefebvre disait tout à l'heure, on est sur un temps long, finalement, quelles que soient les échéances politiques, etc. Le cadre est fixé. Là, pour l'ANA, MaPrimeRénov', les différents dispositifs, ça c'est gravé dans le marbre. Ils vont pas changer en cours de route. Non. Oui, on a déjà réussi un objectif à socler en fait déjà les crédits du plan de relance. Donc ça, on le voit dans le budget de l'ANA. Oui. On est passé d'un budget de 1 milliard, on a aujourd'hui un budget de 4 milliards d'euros. Donc on a vraiment réussi à inscrire les crédits du plan de relance dans nos crédits, on va dire, soclés de droit commun. Donc on est en effet sur une perspective positive. Et vous l'indiquez, les annonces de la ministre sur des crédits supplémentaires d'1,6 milliard. Donc non, on est plutôt sur des horizons, en effet, avec des aides travaux qui se maintiennent dans le temps ou qui pourraient être valorisées pour répondre aux exigences de la loi en matière de rénovation énergétique. Oui, et dans le même temps, on a des devoirs, mais on a aussi des obligations. Il y a beaucoup d'argent qui est fléché sur ces métiers ou ces nouveaux métiers, puisqu'il y a une filière aussi sûrement qui va émerger. Évidemment, vous parliez de 200 000 emplois, 150 000, Chloé, à 200 000. Oui, c'est ça. Les estimations de France Stratégie, pour arriver à l'objectif, combien d'emplois il nous faudrait supplémentaires par rapport à ce qui existe déjà sur le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. Bonne nouvelle, parce qu'en plus, c'est pas délocalisable pour le coup. Donc ça, ce sera de l'emploi made in France, en France pour la France. Oui, une question, c'était sur justement ce que ça engendre aussi. On l'a dit, des fois des abus, lutte contre la fraude. C'est vrai que là, il y a une attention particulière qui est donnée justement pour bien flécher les aides C2E. Pour réduire effectivement peut-être des risques de fraude ou les moutons noirs qui entachent aussi la profession.
Oui, alors on a une attention justement sur, vous parlez des C2E, mais c'est de manière plus globale sur la rénovation énergétique, sur déjà l'accompagnement sur un programme de travaux qui soit pertinent au regard du bâtiment en fait. Ça c'est vraiment déjà, je pense, le meilleur conseil et la première attention à avoir. C'est qu'est-ce qui nous est prescrit, enfin en tout cas sur quoi on est orienté. Il y a en effet après sur la réalisation des travaux et après l'accompagnement sur la valorisation des C2E. Qui en effet en plus déjà une procédure qui peut être assez complexe. Donc c'est comment est-ce qu'on accompagne au mieux les ménages dessus. Donc en effet on a une attention et ça on travaille du coup au niveau de l'ANA mais aussi avec les différents partenaires au niveau local et au niveau national. Parce que, avec des contrôles spécifiques. Oui, en effet avec des contrôles qui sont réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov', donc sur les 700 000 logements rénovés et y compris aussi en copropriété. Où je tiens à rappeler qu'on passe toujours par un prestataire d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui doit faire un accompagnement social, technique et financier sur la copropriété. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête qu'il y a certes ces financements travaux et on finance aussi cette mission d'AMO pour la bonne réalisation des travaux. Voilà, pour éviter certaines arnaques, effectivement, combles à 1 euro et compagnie, qui ne servent pas à grand-chose au niveau de l'efficacité énergétique. Sylvain Lefebvre, je vous laisse la parole pour, juste avant de conclure. Effectivement, le chantier énorme, un monde bancaire plus ou moins mobilisé, en tout cas, qui commence à s'y mettre de plus en plus. Pour vous, qu'est-ce qui manque justement pour passer à l'échelle, vous qui connaissez très bien ce monde bancaire ? Eh bien, déjà, la première étape qu'on voit dans les offres d'emploi, c'est que l'ensemble du monde bancaire recherche des conseillers en énergie, recherche des conseillers techniques orientés vers un horizon zéro carbone à terme. Donc, c'est déjà une première piste. Ils ont pris conscience, je le disais tout à l'heure dans les boards, de se dire il nous faut du monde autour de ça. Il faut acculturer nos conseillers parce que 100% des copropriétaires dont on parle sont tous bancarisés. Donc on sait qu'en allant au cœur de la banque, on va tous les toucher d'une façon ou d'une autre, que ce soit des individuels, des collectifs, que ce soit de l'habitat, que ce soit du tertiaire. Donc c'est déjà un premier pas et c'est déjà une première action. Ensuite, la deuxième action, c'est d'avoir des offres dédiées en fonction des besoins. Est-ce que c'est du besoin individuel, du besoin collectif? Est-ce qu'il faut faire du préfinancement? Sur quelle durée? Comment on doit voir? Chaque copro, malheureusement, n'est pas égal en termes de vision stratégique selon que la copro soit dans un bel arrondissement de Paris ou dans un endroit un peu plus éloigné avec des moyens plus faibles. Donc il faut aussi savoir s'adapter et avoir plusieurs offres. Une seule offre ne suffira pas à répondre aux besoins. Et ensuite aller chercher dans l'univers concurrentiel du monde bancaire, lorsque j'ai connu et ce que nous avons tous connu dans le particulier, à savoir faire jouer la concurrence pour faire performer l'offre le mieux possible. Et c'est en marche. Bon, voilà, c'est vrai qu'il faut... on est tous consommateurs et consommateurs, donc là aussi, il faut faire jouer la concurrence. En tout cas, merci pour vos différents témoignages. Un petit mot de conclusion, on a compris une mobilisation des acteurs bancaires, un meilleur contrôle des aides et des subventions, et puis une petite enveloppe supplémentaire, ça fait jamais de mal. Un langage et des process communs, en tout cas, à mettre en place, c'est finalement les leviers qu'on va retenir pour atteindre, accélérer cette ambition fixée. Je vous rappelle que vous serez présents, j'imagine tous, peut-être le 4 octobre à Paris, Rénovacteur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique des copropriétés. Ça se passe au Mazarium, aux 3 Mazarium. 4 conférences et de nombreux retours d'expérience sur les copropriétés rénovées aux 4 coins de l'Hexagone. Vous avez le programme en tête, Chloé ? Oui, donc on a une conférence sur tout ce qui est enjeu économique de la rénovation énergétique avec des témoignages de représentants de fédérations du bâtiment. On a toute une conférence sur l'attractivité territoriale et une 3e sur les questions du financement et notamment de l'articulation entre financement public et privé. Voilà, service public, banque privée, peut-on coopérer ? C'est ça aussi. Exactement. Et ensuite, comme vous l'avez dit, on a une dizaine d'ateliers avec des retours d'expérience de copropriétés rénovées, avec des témoignages à chaque fois d'acteurs différents, parce qu'on l'a vu, les métiers sont nombreux sur la rénovation énergétique. Ça s'adresse à qui en priorité ? Ça s'adresse à tous les professionnels qui peuvent intervenir dans un projet de rénovation, donc des collectivités locales, des espaces Conseil France Rénov', des maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, des AMO, des banques, des institutionnels, vraiment tous les professionnels qui interviennent à un moment ou à un autre dans la chaîne de la rénovation des copropriétés. Et les syndics, bien entendu, que je n'ai pas cités, mais qui sont très importants. Oui, je pense qu'il y en aura certains qui vont quand même pas se pointer le bout de leur nez. En tout cas, ça se passe au 3 Mazarium à Paris. C'est le 4 octobre. Programme et inscription sur rénovacteur.fr. Rénovacteur avec un s.fr. Merci à nos 4 experts. Chloé Gauquelin, directrice de campagne du programme Rénovons Collectif.
Émy Razag, architecte DPLG, Alexandre Duet, Lana et Sylvain Lefebvre, expert du financement. Merci à vous tous, à très bientôt sur Rénovacteur. N'oublie pas, le 4 octobre. Rénovacteur, le rendez-vous des professionnels de la rénovation énergétique en copropriété sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.